Imo Week, le podcast, spécial MIPIM 2022, du 15 au 18 mars au Palais des Festivals de Cannes. Imo Week spécial MIPIM avec Catherine Bocquet, la rédactrice en chef de Imo Week. Nous sommes avec Elias-Antoine Chebak, directeur général délégué du groupe Capelli, entreprise familiale fondée en 1976, un groupe qui est en perpétuel souci d'innovation. C'est ce que vous nous disiez, Elias-Antoine Chebak, lors de notre précédente rencontre. C'était il y a tout juste 2 mois, au moment de votre prise de fonction. Comment ça va depuis ce moment important ? Bonjour, écoutez, tout va bien. On est heureux d'être MIPIM, on est heureux de retrouver nos amis, les acteurs du secteur, les décideurs. Et pour une fois, on les retrouve en réel et pas derrière un écran d'ordinateur, pas sur Teams ou sur autre Starleaf. Vous en attendez quoi justement de ce MIPIM 2022 qui permet justement, comme vous dites, de se retrouver après des éditions un petit peu spéciales ? Déjà de revoir les gens, de leur parler, de leur exposer nos résultats, notre stratégie, nos ambitions, nos projets. Il s'est passé beaucoup de choses depuis le Covid, notamment pour le groupe Capelli. On a remporté des victoires, on a affronté des périodes comme tout le monde compliquées et pourtant on a continué à faire de la croissance, plus de 20% par an malgré tout. On s'est développé dans la vente en bloc, on a remporté et on en est très fiers un projet réinventé Paris 3. C'est le garage Renault du quai de Grenelle qui est en train de voir le jour, d'arriver. En tout cas, on va lancer tout ça. Donc voilà pourquoi on est au MIPIM et voilà de quoi on veut parler avec tout le monde. Lorsque l'on s'est rencontrés il y a 2 mois, au moment de votre prise de fonction, vous nous disiez que votre mission aussi, c'était de faire le lien justement entre le groupe Capelli et entre les élus de terrain. Donc vous battez la campagne, si l'on peut dire, depuis que vous êtes directeur général délégué du groupe Capelli. Comment ça se passe ? Quels sont les retours justement de terrain ? Est-ce qu'il y a des choses qui vous surprennent ? Alors non pour le moment, dans le sens où j'ai reçu un accueil vraiment positif de la part des élus et c'est très important. Finalement, contrairement à ce que beaucoup de gens disent ou pensent, un élu est toujours content, heureux et prêt à recevoir une entreprise qui vient lui expliquer ce qu'elle fait et comment elle travaille et comment elle aimerait ou souhaiterait travailler sur son territoire. On est toujours là pour répondre à leurs questions, pour répondre à leurs interrogations, pour parfois démontrer en quoi on serait meilleur qu'un autre ou tout simplement démontrer en quoi notre agilité peut être un argument sur leur territoire. La finalité, c'est toujours la même. C'est à l'écoute des territoires, à l'écoute des élus pour apporter les meilleures solutions au sein de leur ville ou au sein de leur territoire de façon globale, que ce soit du logement, du commerce, de l'aménagement. Pour partir sur le sujet du logement, on évoque souvent de plus en plus une pénurie d'offres à venir. Est-ce que vous êtes confronté à cette difficulté aussi de sortir des programmes, d'obtenir des permis de construire ? On parle des élus. Est-ce que c'est pas de plus en plus difficile ? Effectivement, aujourd'hui on est dans une pénurie de logements et il faut bien savoir quelque chose, c'est que moins il y a de logements, plus le logement est cher. Ça ne va pas dans la poche du promoteur, parce que ce n'est pas le promoteur qui va en profiter, parce que c'est toute la chaîne finalement qui se raréfie, c'est tous les prix qui augmentent. Mais aujourd'hui, la seule chose qu'on peut dire, nous, en tant que secteur privé, c'est on appelle et on demande, et d'ailleurs on échange avec, que ce soit avec l'État ou avec les collectivités, et on dit mais nous on est prêts à construire comme vous le souhaitez, mais construisons. N'ayons pas peur de construire, n'ayons pas peur d'apporter de nouveaux logements, n'ayons pas peur des populations. De toute façon, les populations seront là. Elles vont pas bouger, elles vont pas disparaître, elles sont là. Elles sont là pour vivre en France, elles sont là pour vivre à Paris, Lyon, Marseille, ou à Bourg-en-Bresse, ou à Marc-en-Barœul, peu importe. Elles sont là pour rester sur le territoire et elles ont envie, elles ont besoin d'avoir des logements adaptés à leur situation. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, on est en 2022, donc on peut vivre en famille avec 3 enfants, on peut vivre seul en famille monoparentale avec 2 ou 5 enfants, on peut vivre tout simplement seul ou on peut vivre en couple. C'est pas le même style de logement, c'est pas la même taille de logement, c'est pas les mêmes attentes que l'on soit trivialement en centre-ville ou à la campagne, mais en fait proche d'un centre-ville ou d'un centre-bourg. Et on est prêt à construire partout de la façon dont il le faudra, mais de grâce, laissez-nous construire et entendons-nous pour construire. Construire pour tous, en modulant les logements et autres, ça renchérit malgré tout les coûts de ces logements. C'est un coût supplémentaire que d'adapter à chaque fois le logement à la demande. La réalité de notre métier aujourd'hui, et je le dis avec l'âge que j'ai, c'est-à-dire je n'ai pas connu ce qu'on appelait les périodes d'avant, mais quand on regarde nos bilans, nos frais de construction,
L'apport des normes aussi, les normes ça peut être une très bonne chose. Il faut se protéger contre l'incendie, il faut se protéger contre un tas de choses. Mais est-ce que l'excès de normes parfois n'est pas contre-productif? Pourquoi? Parce que in fine, c'est toujours la même chose, quel que soit le secteur économique. Lorsque les prix augmentent, à la fin, c'est vous, c'est moi, c'est nous qui payons. C'est le consommateur final qui paye. Donc l'excès de normes ou l'excès de complexité a un coût. Et ce coût, il est toujours pour le consommateur. Et nous, ce qu'on dit, c'est en tant que secteur, en tant qu'entreprise privée, la seule chose qu'on demande, c'est pouvoir construire le meilleur produit au meilleur prix. Parce qu'à partir du moment où moi, j'ai un acheteur qui est capable d'acheter le produit qui lui convient, qui lui plaît, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me dire: ah oui, mais c'est très bien, bravo Capelli, on est fiers et on va en parler à nos amis. Et donc tout le monde pourra acheter. Si vous avez une personne qui doit se saigner sur un prêt à 25 ans, qui va dépasser les 33% d'une manière ou d'une autre, qui va avoir du mal, nous qui vont avoir un exercice très très difficile au regard de l'augmentation des matières premières, des coûts de transport, des normes, et finalement on se retrouve dans une situation qui ne profite à personne, ni à nous, ni aux consommateurs, et in fine encore moins aux décideurs. Alors tout cela est lié évidemment à, vous parlez de coûts, vous parlez d'augmentation des prix. Actuellement on subit une inflation, il y a une pénurie de matières premières également, il y a une situation politique conflictuelle, donc j'imagine que ce n'est pas facile de vouloir construire plus, maintenir des prix avec tous ces soucis qui touchent tout le monde en fait. Avant toute chose, la priorité à nos yeux en tout cas, c'est nos pensées vont vers l'Ukraine. C'est-à-dire que la première chose, c'est qu'il y a des gens qui vivent une guerre, un drame aujourd'hui, et on ne peut que penser à eux et les soutenir. C'est vraiment la première chose. Concernant effectivement la hausse des prix, qui va nous concerner en tant qu'acteur économique, elle arrive après. Mais pour vous répondre sur ce sujet précisément, il faut savoir que depuis quelques années déjà, on a eu le Covid. Le Covid, c'était la hausse des coûts de transport, la raréfaction de certains produits. J'ai des chantiers aujourd'hui qui ont perdu énormément d'argent, tout simplement parce que j'avais pas d'aluminium, ou parce qu'on pouvait pas me livrer de bois, ou parce que ça mettait plus de temps, parce que c'était 6 fois plus cher. Je me souviendrai tout à fait du début. Vous arrivez sur place, on vous dit, ok, vous avez vos coûts de travaux qui ont débordé sur tel projet, vous avez vos coûts de travaux qui ont débordé sur tel autre projet. Comment vous faites? Donc c'est une réalité qui existe déjà depuis 2 ans. Vous ajoutez à ça ce dont on parlait tout à l'heure en termes de normes, la RE 2020. La RE 2020 sur le principe, très bien. Sauf qu'aujourd'hui, personne n'est capable de vraiment calculer le coût que ça va avoir et l'impact que ça aura. Par contre, nous, on a déjà anticipé sur nos premiers exercices, puisque ça a commencé au 1er janvier. Et guerre ou Covid, il n'y a pas de moratoire. Donc depuis le 1er janvier, il y a la RE 2020. On a fait un coût, c'est entre 6 et 10% de nos lots techniques. Donc c'est un surcoût encore, donc c'est de l'argent supplémentaire. Donc nous on dit toujours coût de transport, coût de l'énergie, hausse des prix, pénurie des matières premières. C'est toujours la même chose, c'est des coûts, des coûts, des coûts. Capelli, c'est un groupe qui veut bien construire. Le meilleur moyen de bien construire, c'est de ne pas être acculé par ces hausses de prix qui n'arrêtent pas. Et c'est ce qu'on demande et c'est ce qu'on essaye de faire. On essaie d'apporter la meilleure réponse possible. C'est pour ça qu'on travaille au plus près des terrains. Pour terminer, Elias-Antoine Chebak, pour résumer aussi peut-être, et pour se recentrer sur Capelli, quelles sont les grandes orientations choisies au niveau logement pour vous en 2022? La première question qu'on s'est posée chez Capelli, c'est quid du Covid? Qu'est-ce que ça veut dire de vivre enfermé chez soi, de travailler de chez soi, qu'est-ce que ça dit du logement et de l'importance du logement dans une société? À côté de ça, on a eu deux éléments de réponse. Le premier, c'était les territoires. Parce qu'on a senti, on a compris qu'une partie de la population ne souhaitait pas forcément rester enfermée dans les centres-villes. Dont acte. C'est pour ça qu'on a vraiment mis en place une stratégie qu'on appelle la stratégie territoriale, qui consiste à travailler sur toute la France. Je le disais précédemment, mais de Lille à Marseille, sans exception. Il n'y a pas un territoire sur lequel on ne sera pas aux côtés d'un élu pour aller construire. Il n'y a pas une ville en France sur laquelle on refusera de construire. On sera toujours là, on sera toujours à l'écoute de la demande des Français qui veulent habiter et des élus qui souhaitent développer leur territoire. La seconde chose, et elle est très importante aussi, c'est la façon dont on construit. Qu'est-ce que ça veut dire d'être resté pendant près de 2 ans, enfermé, quarantaine, pas quarantaine, 18 heures, pas 18 heures. C'est-à-dire que vous avez besoin d'un espace de vie minimal. Vous avez besoin peut-être d'un balcon, d'une fenêtre, du soleil, d'une chambre un peu plus grande, d'un salon plus agréable, d'une cuisine moins fermée, peut-être ouverte. Et on s'est posé toutes ces questions. Et aujourd'hui, dans ce qu'on appelle l'organisation de nos immeubles, l'organisation de nos logements, on essaye d'y répondre. On essaye d'apporter des espaces de vie qui soit agréable, qui fait que si demain par malheur on devait rester enfermé chez soi pendant 1 journée, 2 journées, 3 journées, on n'espère pas plus,
on serait bien et on serait heureux et on se dirait, eh ben, je suis bien dehors, je suis bien avec mes amis, mais avec Capelli, je suis heureux chez moi. Merci beaucoup, Elias-Antoine Chebac. Merci à vous. Imo Week, le podcast, spécial MIPIM 2022, du 15 au 18 mars au Palais des Festivals de Cannes.